Conciliation ce soir au ministère des Transports entre les chauffeurs VTC et la plateforme Uber, pionnière des VTC dans le monde. La société Uber est devenue à bien des égards un symbole, le symbole d'une nouvelle économie en pleine mutation. Certains y voient une opportunité, une modernité, d'autres y voient au contraire un risque et une régression. C'est ce débat que l'on va avoir ce soir avec nos invités. Denis Jacquet, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, président de l'Observatoire de l'ubérisation et auteur de cet ouvrage Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Point d'interrogation, c'est important les points d'interrogation. Franck Morel, bonsoir. Avocat, vous avez vous aussi réfléchi aux conséquences sociales de cette nouvelle forme d'économie avec l'Institut Montaigne et ça a donné cet ouvrage. Un autre droit du travail est possible, c'est aux éditions Fayard. Laurent Grand-Guillaume, bonsoir. Vous êtes député socialiste de Côte d'Or, auteur de la loi qui vient d'être votée justement aujourd'hui sur cette question des VTC. On va voir ce qu'elle apporte au débat qu'on a ce soir. Et Joseph François, bonsoir. Vous êtes président de l'association AMT, vous regroupez quelques 6000 chauffeurs, pour la plupart en colère, si j'ai bien compris. Vous sortez d'ailleurs de cette réunion au ministère des Transports. Ça a donné quoi ce soir? Vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on n'est pas satisfait puisque pour nous, la réunion n'a pas abouti. Mais on note que tous les acteurs, enfin, se mettent autour d'une table pour discuter. Voilà. Donc là, le décor est planté. Le ministre du Transport l'a relaté ce matin. Il faut une solution, il faut une sortie de crise. Voilà. Donc Uber, ce soir, a demandé un délai demain à 15h pour se prononcer, parce que nous, de l'AMT, nous avons dit dès le départ que les revendications des grévistes, nous le partageons, parce que depuis septembre, nous faisons ces mêmes démarches sur la rentabilité. Sauf que nous n'avons pas partagé la même méthode. Donc, sur ces revendications-là, nous avons demandé à Uber, d'une manière directe, de faire un effort pour rentrer dans un process de discussion. Pour parler concrètement, il y a deux revendications, celle que vous appelez de la rentabilité, c'est-à-dire ce qui reste dans la poche aux chauffeurs à la fin du mois, tout simplement. Et puis il y a la question aussi de la protection sociale. On va essayer d'aborder ces deux points sur celle de la rentabilité. Aujourd'hui, par rapport au début d'Uber, quand les chauffeurs se mettaient avec Uber, ça change quoi concrètement? Une journée de travail? Mais écoutez, il y a un changement significatif dans la mesure qu'il y a eu un appel d'air, parce que le phénomène d'Uber est devenu extrêmement populaire. Ça répond évidemment à un besoin. Donc du coup, le problème en réalité qui se pose, c'est comment réguler ça. Parce que je vous rappelle... Non mais sur la baisse de pouvoir d'achat pour vous, puisqu'il y a eu en l'occurrence là, une augmentation de la commission par Uber, ça veut dire quoi concrètement à la fin de la journée ou à la fin du mois? Pour moi, ça veut dire que le pouvoir d'achat du chauffeur va encore baisser. C'est ce qu'on a dit à Uber. Laurent Grand-Guillaume, hasard du calendrier, votre loi a été votée aujourd'hui. Est-ce qu'elle répond au problème? On se souvient que vous vous étiez penché sur ce dossier à l'époque où les taxis n'étaient pas contents en disant il y a du dumping social avec ces Uber et avec toutes ces plateformes. C'est ça que vous résolvez dans votre loi. Est-ce que ça répond au nouveau problème qui est en train d'éclater aujourd'hui? Quelque part, la réaction d'Uber est une preuve, je pense, d'irresponsabilité. Pourquoi je parle d'irresponsabilité? Le mot est fort et j'utilise à bon escient. C'est qu'en fin de compte, quand début février, j'ai parlé de la paupérisation des chauffeurs dans leur ensemble, c'est la paupérisation des chauffeurs quel que soit leur statut, d'abord les taxis, ensuite les VTC, le patron d'Uber Europe a remis en cause à l'époque ma neutralité en tant que médiateur, en disant que je n'étais pas neutre. Ce à quoi j'ai répondu, j'étais député, donc j'avais des convictions, ça commence par là. Mais ensuite, quand j'ai dit à Uber qu'il fallait qu'ils ouvrent le dialogue avec les syndicats, ils m'ont dit on ne parle pas avec ceux-là, on ne parle pas avec ceux-là, on ne parle pas avec ceux-là. On choisit nos interlocuteurs. Et donc en fait, si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu refus du dialogue et qu'il y a eu aussi une casse des prix et un dumping social. Donc est-ce que la loi va répondre à cela? La loi, elle va d'abord libérer en quelque sorte les chauffeurs de l'emprise des plateformes, puisqu'en fait, elle met fin aux clauses d'exclusivité qui empêche un chauffeur de travailler avec plusieurs plateformes, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit taxi, qu'il soit VTC ou tout autre statut. Ensuite, elle va responsabiliser les plateformes, c'est-à-dire que les plateformes ne pourront plus dire on ne fait que mettre en relation un chauffeur et un consommateur. Elles organisent les transports. D'ailleurs, quand un consommateur aujourd'hui réserve un chauffeur par le biais d'une application, il se dit que l'application, elle organise forcément son transport. Donc l'application, la plateforme devra vérifier un certain nombre de choses et aura une responsabilité à l'égard du consommateur. Après, par contre, la question du prix. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça résout pas la question du prix. En fait, c'est une relation entre deux entrepreneurs, parce que les chauffeurs, pour la plupart, ils sont indépendants. Or, aujourd'hui, la plateforme, en fin de compte, n'engage pas un véritable dialogue sur le prix, sur les commissions et sur la question des déconnexions. Donc le dialogue est déséquilibré. Il est là le problème. Or, la loi prévoit déjà des choses. L'article 442, alinéa 6 du Code du commerce, prévoit ce qu'est une relation commerciale équilibrée. Or, aujourd'hui, elle est déséquilibrée. D'ailleurs, le médiateur interentreprise, M. Pierre Pelouzet,
a été sollicité par le syndicat UNSA il y a plusieurs semaines pour engager justement une médiation entre Uber et les chauffeurs. Il n'y a eu pour l'instant aucune réponse. Donc on voit bien que de la part d'Uber, il y a plutôt une volonté de casser les prix pour capter l'offre, mais au prix du dumping social et au prix d'une paupérisation. Denis Jacquet, on est là sur cette question, effectivement, de ce qu'on appelle maintenant l'ubérisation de la société. Et c'est vrai que le nom de cette société est devenu un nom commun, j'allais dire. On est sur quelque chose de régressif ou de progressif? On a le sentiment qu'il y a deux écoles, que chacun dit non, c'est le progrès, c'est l'avenir. Les autres disent non, c'est le retour au Moyen-Âge. Votre avis, vous êtes le président de l'Observatoire de l'ubérisation. En fait, dans une discussion, pour qu'elle soit positive, il ne faut pas l'aborder de façon dogmatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les bénis oui-oui du digital contre les bénis non-non du digital. Parce qu'au final, c'est une paresse de réflexion, c'est une paresse intellectuelle. On est pour, on est contre, et la plupart du temps, on ne sait pas véritablement pourquoi. La deuxième chose qu'il faut constater quand même, c'est que c'est une économie récente. Donc on est en train de la comparer à une économie qui existe depuis des centaines d'années, qui a évolué, contre une économie qui a à peine quelques années, qui est naissante et qui forcément est par nature imparfaite, mais pas plus imparfaite que l'économie qu'on nous lègue. Je rappelle quand même nos taux de chômage, nos équilibres sociaux, etc. Ça vient bien de l'économie telle qu'elle dysfonctionnait aujourd'hui. Donc ils sont ni plus imparfaits ni plus parfaits, mais simplement ils passent par une crise d'adolescence. Parce qu'à un moment donné, comme un être humain, on provoque un déséquilibre. L'arrivée de l'ubérisation dans tous les secteurs, c'est avant tout une histoire de déséquilibre. Et à un moment donné, parce que vous avez rompu l'équilibre, il faut se réajuster. Et la période qu'on vit en ce moment, c'est une période de réajustement où les chauffeurs disent « Attendez, si nos revenus, on a trouvé un job, ce qui était déjà important, mais si c'est... 12 000 créations nettes d'emplois dans le secteur sur un an. » Oui, vraisemblablement un peu d'après une étude de la COFAS. Si on l'étend au-delà des VTC taxis, parce qu'en réalité, les VTC, c'est même, il y a les transporteurs, il y a les créatifs, c'est une économie énorme qui est en train de se mettre en place. Donc, là où elle est positive, c'est qu'elle a su créer une activité que nos sociétés développées aujourd'hui n'arrivaient plus à créer. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'à un moment donné, à partir du moment où c'est une économie un peu de contournement, puisqu'en fait, elle a, au lieu d'avoir des salariés, des indépendants, donc des gens sur lesquels ils sont censés ne plus avoir de pression l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, on a rompu l'équilibre capitalistique classique. Et ça, c'est le discours, parce que dans la réalité, c'est pas ça, Joseph-François. Vous allez y revenir. C'est cette nuance, justement, j'abonde un peu dans le même sens que mon interlocuteur, parce que c'est cette nuance qu'il est absolument nécessaire d'ajouter. On parle de quoi? On parle d'Uber. C'est une activité récente, c'est une économie récente qui a besoin de se structurer, qui a besoin de s'organiser. C'est justement ce qu'on doit faire. On ne doit pas rejeter cette économie. C'est justement là où, avec mon voisin, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que pour nous, on pense que ça apporte du positif. Ça amène à faire évoluer les lois, parce que l'économie évolue. Mais c'est bien aussi que je pense que, par exemple, Uber a contourné la loi à un moment donné. D'ailleurs, l'État, je pense, a été défaillant sur ce sujet. Parce que les taxis, à un moment donné, se sont mobilisés à juste titre, puisqu'en fait, l'État était défaillant par rapport au contournement de la loi fait par Uber pour faire venir des chauffeurs lotis sur un marché qui ne leur était pas réservé. Puisque, en fait, Uber a utilisé un statut, en fin de compte. Le statut, voilà, loti, oui, mais c'est important de le dire, parce qu'en fait, c'est un schéma d'optimisation sociale qui a été élaboré par Uber. Donc, la crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est le résultat, en fin de compte, d'un état de fait qui est imposé à l'état de droit. Franck Morel, je rebondis sur ce que disait Denis Jacquet. Effectivement, il parle de crise d'adolescence. Est-ce que c'est une crise d'adolescence ou est-ce que c'est une crise de modèle? C'est-à-dire que, fondamentalement, l'avantage comparatif de ce nouveau modèle dit disruptif par certains, est-ce qu'il n'est pas seulement qu'on ne paye pas les charges sociales, on ne paye pas la protection sociale? Est-ce qu'il n'est pas réduit à ça l'avantage comparatif? Et à partir du moment où le législateur va vouloir mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ce fameux modèle disruptif, il n'existe plus d'un point de vue économique. Je crois qu'il y a plusieurs mots qui sont importants dans ce qu'a dit Denis Jacquet, notamment tout à l'heure. Il y a le mot équilibre et le mot contournement, qui résume un petit peu un ensemble de données afférentes à ce problème. Équilibre, c'est quoi? On est dans une recherche perpétuelle d'équilibre entre la souplesse et la sécurité. Et lorsque l'un des deux items est prépondérant ou est vécu comme étant extrêmement prépondérant par rapport à l'autre, on va chercher des voies de contournement. C'est exactement ce qui se passe dans cette affaire. Alors ça veut dire que pour en sortir, il faut se poser quel type de questions? Il faut se poser les questions des écarts entre les différents statuts, écart entre le statut d'indépendant et le statut de salarié. Il faut se poser la question de la construction d'un certain nombre de garanties dans un certain nombre de cas pour permettre un développement économique porteur de progrès. Et puis, il faut se poser la question, dans d'autres situations, de donner plus de souplesse. Alors, je vais donner quelques exemples concrets, si vous le voulez bien. Dans la loi travail, la loi du 8 août 2016, on a posé un certain nombre de principes sur ce qu'on appelle les plateformes de services en permettant l'accès à des garanties pour des travailleurs indépendants
qui évoluent, qui font leur activité dans le cadre de ces plateformes de services, en matière de formation professionnelle, en matière d'assurance accident du travail, en matière de droit à la négociation collective. C'est pas non plus quelque chose de très récent. Vous savez, depuis les années 60, il existe une convention collective des mandataires non salariés, des gérants non salariés, des succursales alimentaires. Depuis 1996, il existe une convention collective des agents généraux d'assurance. Donc, du côté des plateformes de services, du côté de ces travailleurs-là, se pose la question de la régulation collective. Et Laurent Grandguillaume parlait tout à l'heure des interlocuteurs. Il a raison. Ça se construit avec l'ensemble des interlocuteurs. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, ça pose aussi la question de la souplesse du marché du travail salarié. Parce que si ce gap existe, c'est aussi parce que le marché du travail salarié est vécu comme étant verrouillé. Et là, ça suppose de poser un certain nombre de questions, de lever des tabous, notamment celui de la rupture du contrat de travail. On a un paradoxe français. Le paradoxe français, c'est quoi? C'est qu'on a d'un côté l'une des réglementations sur les CDD, qui est l'une des plus rigoureuses d'Europe, et en même temps, 9 embauches sur 10 se font en CDD. Ça veut dire que la crainte de s'engager durablement en CDI est supérieure à la rigidité des CDD. D'où l'idée d'assouplir les conditions de rupture du CDI. Et moi, je formule une proposition qui est celle de permettre... Et certains vont vous dire, vous voulez tout niveler par le bas. Ceux qui ne sont pas salariés sont maltraités, donc faisons pareil avec les CDI. C'est ça que vous êtes en train de dire? On recherche dans chaque cas un équilibre optimal. Le mot équilibre, j'y tiens beaucoup, effectivement. Vous l'avez employé et vous avez raison. On recherche dans chaque cas un équilibre optimal entre souplesse et sécurité. Et s'agissant de la rupture du CDI, cet équilibre optimal peut consister dans le fait de permettre aux parties au contrat de travail de se mettre d'accord avec des garanties à l'embauche sur des situations de rupture prédéfinies. Laurent Grandguillaume, est-ce que vous considérez, après avoir bien analysé ce sujet-là, qu'au fond, c'est du salariat déguisé, ces histoires de plateformes participatives dans les transports, en tout cas? En fait, la difficulté... l'URSSAF, d'ailleurs, a transmis... Il y a des enquêtes en cours en ce moment. Le tribunal des affaires sociales sur le cas Uber, en particulier. Ils en sont où, d'ailleurs, justement? En fait, ça va prendre du temps, surtout, hélas, parce qu'on voit bien que les procédures de ce type sont trop longues, d'ailleurs. Mais il y a déjà eu des requalifications, en particulier en Angleterre, certains cas. En Angleterre, et ça a failli dans 2 États aux États-Unis, justement. Donc il y a des procès en cours, il y a des procédures. Et pourquoi pas la France, alors? C'est marrant parce que ce sont les pays qui sont les plus libéraux qui ont compris qu'il fallait qualifier en salariés. Et nous qui sommes très étatistes, on dit non, il faut libéraliser les CDI. C'est pour cela que l'URSSAF, justement, a fait son travail et qu'elle a saisi le tribunal des affaires sociales. Après, la question, c'est est-ce que les indépendants sont réellement indépendants? Et si c'est le cas, ils doivent être respectés dans le cadre d'un dialogue commercial respectueux, c'est ce que j'ai dit, l'équilibre entre le travailleur indépendant et la plateforme. Là, il est vraiment indépendant. Mais si la plateforme veut décider de tout pour ce travailleur indépendant, alors elle a qu'à le salarié. Entre les deux, est-ce qu'il peut y avoir une situation? Il y a la situation des travailleurs dépendants, économiquement dépendants, c'est-à-dire ceux qui sont indépendants mais qui travaillent essentiellement avec une plateforme. Et là, c'est vrai qu'il y a un flou, en fin de compte, aujourd'hui dans les législations. Donc c'est comment pour ces personnes qui veulent être autonomes et libres, en fin de compte, et qui préfèrent un statut, par exemple, de freelance, comment on leur garantit une protection, une sécurité, en fin de compte, car il y a de plus en plus de personnes dans ce cas. Mais n'oublions pas que ce dont on parle, les indépendants là, sur les plateformes, c'est une part, bien sûr, dont on parle beaucoup dans les médias, mais il y a de nombreux indépendants qui ne travaillent pas avec des plateformes aujourd'hui dans notre pays, qui travaillent directement avec des clients et qui ne sont... C'est vrai, mais là, en l'occurrence, c'est le problème de la plateforme. Joseph François, quand vous entendez tout ce qui est dit, là, votre réaction en tant que chauffeur, vous, c'est quoi? Au fait, il y a une question de fond qu'il faut poser. La question de fond, c'est le modèle social français. Combien de temps notre modèle social, notre modèle économique social, cette république généreuse va résister à cette mondialisation? Elle est là la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons créer de l'emploi? Parce que si nous voulons créer de l'emploi, il va falloir déverrouiller, ouvrir certains verrous. La réalité, elle est là. Et on y est là, dans l'ubérisation. Est-ce qu'on va pouvoir résister à Airbnb, à Facebook, à Uber ou à d'autres?
qu'est-ce qu'on veut construire? Quel est le modèle économique qu'on veut construire? Moi, ça me paraît difficile. Vous, en tant que chauffeur, vous préféreriez avoir finalement le statut de salarié vis-à-vis d'Uber parce que quelque part, vous vous apercevez que... Vous êtes capacitaire. Absolument, je suis loti, je suis entreprise loti. Ouais. Alors, je tiens aussi à ajouter une... Il faudrait que vous expliquiez le modèle social qui a été mis en place par Uber avec les lotis. Ça serait assez amusant, je pense. Oui, mais, Ouais, mais justement, il nous reste 4 minutes, donc on va peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Mais globalement, l'idée c'est quoi? C'est de dire, on veut qu'Uber finance notre protection sociale, par exemple? Ça fait partie des revendications. Là, parce que moi, je vous rappelle que les lotis, c'est 15 000 postes créés, 15 000 postes salariés créés. Je veux bien qu'on décrit le loti, mais la réalité, elle est là. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 postes salariés créés. Moi, je dirige une entreprise qui a 3 ans, pratiquement 120 chauffeurs, donc 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annoncé. Donc voilà, la question, elle est là. Est-ce que notre société est capable d'évoluer? Parce que je vous précise que, de toute façon, ces évolutions sont de fait, que nous le voulions ou pas. Denis Jacquet, on va poser le problème autrement. C'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot. S'il faut payer la protection sociale des chauffeurs dans ce type de système-là, est-ce qu'à ce moment-là, le modèle économique est intéressant d'un point de vue comparatif? Est-ce qu'à ce moment-là, il peut vraiment prendre ses parts de marché? Est-ce qu'il existe? C'est ça la question. Bon, en fait, le fond du projet, c'est que, je ne veux pas parler à la place des chauffeurs, mais ce qu'ils exigent, ce n'est pas de devenir salarié, c'est d'avoir un statut et une protection qui ressemble à celle des salariés tout en restant indépendant. Quand on interroge toutes les plateformes, alors là je m'évade des VTC taxis, des maquilleurs, des créatifs, etc. Qu'est-ce qu'ils disent quand on les interroge, nous, à l'Observatoire? Plus de 62% d'entre eux, 82% dans certaines plateformes, disent on veut rester indépendant. Mais par contre, bien évidemment, pas à n'importe quel prix. Est-ce que je peux être formé? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que c'est le début d'une ascension sociale? Est-ce que j'ai une protection? Je suis livreur, je tombe à vélo. Est-ce que j'ai une mutuelle Ils veulent avoir un statut indépendant renforcé, mais pas forcément... Tout ça, ça coûte de l'argent. Ma question, économiquement, le modèle dit disruptif, il est rentable si on se met à financer la protection sociale? Ces modèles digitaux ne savent pas pour le moment gagner de l'argent en dehors de volumes relativement colossaux. C'est la raison pour laquelle une partie des VTC, le CAB, etc., se sont vendus à des grandes entreprises parce que c'est leur seul moyen de survivre. Donc aujourd'hui, vous remettez cette économie de demain dans les règles du passé, vous êtes sûr que toutes ces personnes se retrouvent le lendemain au chômage. Mais ce n'est pas une raison pour accepter n'importe quoi. C'est ça qu'il faut trouver. C'est à nouveau cette histoire de nouvel équilibre. Donc en fait, le terrain est en train de faire par le bas la réforme qui a été interdite par le haut. Et il l'a dit très justement. Si on avait pris le soin en France de déverrouiller un peu le droit social, on n'aurait pas ces techniques de contournement. Parce qu'au moins on testerait une fois dans notre vie, dans la vie de cette République qui n'a pas de croissance et pas d'emploi, le fait de se dire si j'essaye d'assouplir un peu, peut-être que toutes ces PME qui se restreignent d'employer pourraient demain employer. Et du coup, ce modèle-là ne prospérerait pas par la force, par le bas et par l'abus. Donc il faut qu'on essaye autre chose. À 10% de chômage, on a l'obligation de... Il y a quand même un sujet abordé qui n'est pas abordé quand même par Denis Jacquet. C'est que quand les personnes ont moins que le SMIC, en travaillant 15 heures par jour... Je suis d'accord avec toi. Oui, mais c'est le sujet quand même qui est posé. Bien sûr. Parce qu'en fait, la paupérisation d'une partie des travailleurs qui travaillent avec ces plateformes, en fait, conduit à des situations de tension, voire même à des violences. Parce qu'à un moment donné, pour garantir la liberté aux femmes et aux hommes, il faut quand même commencer par leur assurer les conditions d'existence. Bien sûr. Si ces conditions d'existence ne sont pas assurées... D'où la question de la rentabilité économique. Voilà. Flexibilité, mais pas à tout prix. On voit bien à travers les différentes interventions, on voit bien que la question est celle des différents statuts et des différentes garanties attachées à chaque statut. Et s'agissant de l'équilibre économique, mais je crois que l'équilibre économique, il se construit aussi dans le mouvement avec ces différents statuts. On va réguler tout ça, on va organiser tout ça, les acteurs vont s'organiser eux-mêmes, le législateur intervient, l'ensemble des acteurs pose un certain nombre de principes, et ce qu'il faut, c'est effectivement donner à chaque situation le statut qui convient le mieux en termes de souplesse, en termes de sécurité. Ça veut dire effectivement, dans certains cas, donner plus de souplesse, et c'est le cas sur le marché du travail, pour le code du travail, le salariat. Ça veut dire, dans un certain nombre de cas, construire des nouvelles garanties pour effectivement permettre à un certain nombre de travailleurs de cette économie en plein essor, effectivement, d'avoir plus de sécurité. C'est ce qui est en jeu dans ce dossier et pas seulement dans ce secteur, vous l'avez compris, d'où la nécessité de ce décryptage ce soir. Merci messieurs d'y avoir participé. Vous restez avec nous à suivre le journal. À tout de suite.